Togolaises, Togolais, bonsoir. Nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir avec Joël Amovin. Joël Amovin qui se trouve à Montréal. Et nous allons aborder des sujets très intéressants. Nous allons surtout mettre l'accent sur la manière dont Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 et le rôle de la diaspora pour éviter qu'il parvienne à ses fins. Malheureusement, il est parvenu à ses fins. Nous allons revisiter cette période-là et cette période de février 2005 et nous allons voir comment certaines personnes de la diaspora se sont battues pour que Faure Gnassingbé ne vienne pas au pouvoir ou bien qu'il n'y ait pas une succession familiale au Togo, mais comment ça s'est passé, ils ont gagné quand même. Et, euh, nous allons nous entretenir avec quelqu'un qu'on ne présente pas, en fait. C'est Joël Amovin, celui-là qui a apostrophé, je vais dire, Macron en 2018 à Montréal. Comment vas-tu, Joël? Bonjour Joseph Takeli, c'est un Oui. plaisir d'être dans cette conversation avec toi. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère qu'il en est de même de ton côté. Oui. Et c'est un Merci, oui, plaisir de parler avec toi. absolument, merci. Ouais. Pour te présenter mieux aux gens, les gens se souviendront que tu as interpellé Macron, c'était en 2018, hein? C'était Le en 7 juin, juin 2018. 7 juin 2018, tu as interpellé Macron à l'époque sur la politique française au Togo. De quoi est-ce que vous avez discuté exactement? Qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Je me rappelle qu'il s'est arrêté. On va vous passer la vidéo, mais j'aimerais que tu nous le redises ici. Qu'est-ce que tu lui as posé comme question? Quelle a été sa réponse? Ben, l'interpellation de Macron avait commencé par euh, mon, la demande que je lui fais ou l'appel que je lui lance de faire quelque chose en faveur de l'alternance au Togo, de lâcher Faure Gnassingbé et de demander à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir à l'issue du dialogue qui était en cours avec la C14 sous le parrainage ou la supervision de la CEDEAO à l'époque. Et Ouais, dans le cours de la conversation qui s'en est suivie, il y a eu d'autres sujets que nous avions abordés, notamment le rôle de la CEDEAO, de l'Union africaine et les rapports même de Macron avec Faure Gnassingbé. ouais. On se souvient que Macron avait dit quelque chose comme est-ce qu'il a visité Fort, est-ce qu'il a jamais reçu Fort, quelque chose comme ça, me semble, Oui, dans sa réponse. Oui, c'était vers la fin de notre conversation, quand je lui disais que euh, tout le monde sait que Faure Gnassingbé n'a jamais été élu, qu'il est un imposteur et que il devrait partir et qu'il ne peut plus être candidat à une énième élection présidentielle au Togo. ouais. Et à la fin, j'ai demandé au président Macron est-ce qu'il va encore le recevoir. Je précise que j'ai ajouté le terme encore, en fait, pour le piéger. C'est vrai, hein? On savait OK. que Macron n'avait pas encore reçu Faure Gnassingbé depuis qu'il était arrivé au pouvoir. Et là, le président Macron Attends, euh, on rappelle que la conversation a lieu en 2018. en Faure Gnassingbé 2018, Faure Gnassingbé était au pouvoir depuis 2005. Et depuis jusque-là, 2020, Faure Gnassingbé n'avait jamais été reçu à l'Élysée. à l'Élysée, non. Donc, Voilà. alors Macron s'était pratiquement énervé, pour ainsi dire, et m'a demandé est-ce que je l'ai jamais reçu ou bien est-ce que je me suis jamais rendu chez lui, est-ce que je l'ai jamais reçu en bilatéral, Ah est-ce que oui. je me suis jamais rendu chez lui. Donc, ce qui voudrait dire en termes diplomatiques que Faure Gnassingbé était ou est infréquentable. Infréquentable, ouais. OK. Mais disons que depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Bien Parce sûr. que après ça, on se souvient d'une image où Macron tenait le parapluie là, hein, pour protéger Faure Gnassingbé. Et maintenant, hier, hein, ça fait 3 jours,
le 15 août de cette année, Faure Gnassingbé était l'invité, un des invités importants au 80e anniversaire de la commémoration du débarquement en Provence. Qu'est-ce que tu as à dire? Beaucoup d'eau Oui, a coulé, hein. Depuis que Macron a dit ça, ouais, malheureusement, Faure Gnassingbé, qui était infréquentable il y a à peu près 6 ans, 6 ans, est ouais, devenu plutôt fréquentable au point que lors de sa première visite à l'Élysée, Macron lui a tenu le parapluie. ouais, Et on l'a vu encore en France le 15 août dernier pour la commémoration des 80 ans du ouais, débarquement en Provence. ouais, Ce qui voudra dire que les relations sont maintenant au beau fixe entre Faure Gnassingbé et Macron. ouais. Et Selon, ouais, selon la presse, euh, le texte qui a conclu leur rencontre peut être résumé comme suit. Il y a eu des remerciements de Macron vis-à-vis de Faure Gnassingbé pour être venu, hein, honorer de sa présence cette commémoration. Et puis, il salue les militaires togolais qui sont tombés pour la France. Donc, il a salué également, il a été question de saluer par Macron, hein, de saluer la richesse des relations du Togo avec la France. Et ensuite, ils ont passé en revue toutes les questions concernant l'international africain, régional et ainsi de suite. Qu'est-ce que cela te suscite comme réflexion? la richesse des relations entre le Togo et la France Ouais, se résume à une subordination du pouvoir togolais à l'Élysée et ouais, à Matignon, au Quai d'Orsay. Ça a été toujours ouais, comme ça dans la France-Afrique, où tous les régimes ou les régimes qui ont gouverné les pays africains et surtout les dictatures ont été toujours téléguidés depuis Paris par le gouvernement français. Donc, ouais, c'est en cela que se résume la richesse des relations, c'est-à-dire que Faure Gnassingbé est carrément soumis au pouvoir français auquel il obéit au doigt et à l'œil. ouais, Donc, je pense que c'est cela la richesse des relations. Mais il faut rappeler aussi que si Macron a remercié Faure Gnassingbé, c'est tout simplement parce que la présence de Faure à cet événement-là a permis de couvrir pas mal le déculotté que Macron aurait subi, et puisque pas moins de 3 pays africains qui auraient dû être là-bas n'ont pas été représentés. Je parle des pays de l'AES, par exemple, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ouais. dont les chefs d'État n'ont J'allais pas justement été. dire, ouais, j'allais justement dire qu'ils ont discuté de la situation sous-régionale. Et ça, Voilà. on ne peut pas manquer de parler de ce que tu évoques là. Et de la Voilà. CEDEAO surtout aussi. Et Vas-y, en oui. plus, et en plus Mhm. l'autre pierre dans la chaussure de Macron, c'était la question du règlement des indemnités des soldats ou des tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés à Tiaroy pour avoir Tiaroy, oh, oui, réclamé le paiement de leur salaire ou de leurs indemnités de guerre. Donc, c'est un sujet qui est brûlant, un sujet de l'heure, et oui, Macron avait intérêt à ce que des chefs d'État ou alors des imposteurs qui sont loin de ce sujet-là viennent lui tenir compagnie lors de ces manifestations. ouais, ouais, justement. Nous allons mettre un accent particulier sur la CEDEAO. Je suis certain que dans ces discussions-là, il a été question de la CEDEAO. Et quand on sait ce qui se passe maintenant à la CEDEAO, on pense à Guy Marius Sagna, on pense à l'AES, on pense au Sénégal, hein, qui est actuellement en train de louvoyer entre l'AES et la CEDEAO. Qu'est-ce que cela t'inspire, en particulier parlant de la CEDEAO? Qu'est-ce que Faure Gnassingbé va dire au sujet de la CEDEAO avec Macron? Faure Gnassingbé fait partie des nervis de la CEDEAO qui avait tapé très fort, très dur
sur les pays de l'AES quand ces derniers avaient décidé de se retirer de la CEDEAO. Mais je vais nous rappeler une chose que j'avais faite avec Macron lors de ma conversation ou de mon échange avec lui le 7 juin 2018. Oui. Lorsque Macron disait que la France fait confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine pour le règlement de la crise au Togo, j'avais dit à Macron que la CEDEAO et l'Union africaine sont des syndicats de chefs d'État corrompus, mal élus, illégaux, imposteurs, et qui vont tout faire, qui vont tout mettre en œuvre pour le maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et c'est ce que nous avons vu avec la facilitation de Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, qui a abouti, et Ouattara, qui a abouti finalement au maintien de Faure Gnassingbé au pouvoir contre la volonté du peuple togolais, représenté à l'époque par la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition. Depuis ce temps-là, rien n'a changé. Et nous savons que la CEDEAO est un instrument de la France-Afrique et qui ne fait qu'implémenter le diktat ou alors les ordres de la France au sein de la sous-région ouest africaine. Donc, si Faure Gnassingbé a fait quelque chose avec Macron au sujet de la CEDEAO, c'est de recevoir des ordres, des consignes qu'il va aller transmettre, ou alors, si jamais il lui est arrivé de ne pas se présenter à des sommets, c'est de donner des explications par rapport à pourquoi il ne s'était pas présenté ou par rapport à pourquoi il a été ou sa délégation a observé une position contraire à celle de la majorité des autres pays classiques de la CEDEAO contre l'AES, ou bien pourquoi le Togo a marqué une sorte de retenue lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal poussaient les autres États de la CEDEAO à prendre des sanctions dures à certains moments contre les pays de l'AES. Donc je crois que Faure Gnassingbé se serait fait certainement tirer les oreilles par rapport aux quelques rares occasions où son régime, où le régime togolais n'a pas excellé ou alors n'a pas fait de zèle dans la promotion des sanctions contre les pays de l'AES. Ouais. Tu penses que c'est par hasard ou bien c'est exprès? Parce qu'il est question également de renflouer les caisses togolaises et le port autonome de Lomé est géré par les Français aussi, avec Bolloré. C'est une perte. Faure Gnassingbé est dans une position très controversée. Oui. Et ça montre la nature du régime qui gouverne le Togo. Ce régime n'a pas de personnalité, ce régime n'a pas de dignité. C'est un régime qui est prêt à tout pourvu qu'il puisse se maintenir. Donc, si on dit à Faure Gnassingbé d'aller à droite, pourvu que cela lui permette de se maintenir, il va aller à droite. Si on lui dit d'aller à gauche, il va aller à gauche, peu importe la personne qui le lui intime, s'il sent que cette personne a le pouvoir peut-être de l'inquiéter ou alors de le déstabiliser. Donc, Faure Gnassingbé, lui-même n'a pas de personnalité, il n'a aucune ambition pour son pays qui l'amènerait à combattre, comment dire, des pays qui essaieraient ou qui adopteraient des attitudes colonisatrices ou coloniales envers son pouvoir. Donc, Faure Gnassingbé n'avait rien à perdre. Et lui, il est toujours dans la recherche de l'équilibre et du maintien de son pouvoir illégal. Merci beaucoup. Bon, alors nous allons passer. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que qu'il aille s'afficher avec Emmanuel Macron ne le rendra pas plus fréquentable qu'il n'avait été, et cela ne le rendra pas non plus légal ou plus légitime. Parce que tout le monde sait, le monde entier sait, le peuple togolais le sait, le monde africain le sait. Faure Gnassingbé est un imposteur, il n'a jamais été élu et il est parvenu au pouvoir par un quadruple coup d'État. On va en venir à ce quadruple coup d'État-là. Par des hold-up électoraux successifs. Et la dernière, les derniers exemples sont d'abord le scrutin présidentiel de 2020 et les législatives de 2024 qui viennent de se dérouler au mois d'octobre, et aussi
Oui, le coup d'État constitutionnel en cours oui, actuellement pour absolument. transformer le Togo en un régime parlementaire. Oui, une monarchie. Ouais. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Joël Amovin. Nous allons passer à la question proprement dite. Le rôle de la diaspora dans les manœuvres de, comment dire, d'empêcher, dans les tentatives d'empêcher Faure Gnassingbé de venir au pouvoir en 2005. Nous avons parlé de la CEDEAO suffisamment. Il est question maintenant de démontrer comment la CEDEAO a placé Faure Gnassingbé au pouvoir. Et quand vous regardez la CEDEAO dans ses activités, vous constatez que, si vous vous rappelez les débats avec Guy-Marius Sagna, vous avez vu un Togolais s'est attaqué à Guy-Marius Sagna. Cela évoque simplement le rôle de la CEDEAO dans le fait que Faure Gnassingbé est président. Bon, Mhm. dis-moi, comment est-ce que la diaspora togolaise s'est-elle prise en 2005, en février 2005, pour essayer d'empêcher que Faure Gnassingbé vienne au pouvoir? On avait entendu cela se susurrer dans les milieux politiques togolais déjà avant 2005 que Gnassingbé Eyadema préparait l'un de ses fils pour sa succession et Ouais, qu'il avait une préférence pour le plus instruit parmi eux qui était donc Faure Gnassingbé, ouais, qu'on affublait de toutes sortes de diplômes et de parcours universitaires de la Sorbonne jusqu'aux États-Unis, ainsi de suite. Mais nous ouais, étions loin de nous imaginer que cela allait arriver de sitôt. Et ouais, malheureusement, en février 2005, Eyadema est décédé inopinément. ouais. Et Attends, cela, je vais t'arrêter ici pour faire une remarque. C'est que, apparemment, le Togolais n'a jamais été prêt. Il a toujours voilà, été surpris. Et comme tu viens de le dire, on était loin de s'imaginer que ces rumeurs-là pourraient se concrétiser. c'est C'est ça, pour de ça, sitôt. justement, qu'on n'avait pas accordé d'importance à... C'est ce on a observé en 2005. Les Togolais n'étaient pas préparés. Et Voilà. aujourd'hui aussi, on voit que le Togo, le pouvoir est par terre pratiquement parce que le Togo n'est pas gouverné aujourd'hui. Quand vous Non, le interrogez, vous Togo n'est pas écoutez les gens, gouverné. ça ne va pas. Chacun a un pan du pouvoir qu'il gère à sa manière et tout tout va décrescendo de jour en jour. Alors, C'est tout un désordre. voilà, quelles ont été les étapes, hein, les acteurs et les résultats auxquels vous avez abouti? Après le Donc, décès de Gnassingbé Eyadema, ouais, euh, la diaspora s'est concertée et notamment la diaspora togolaise au Canada ouais, a tenu des réunions de crise. La diaspora internationale ou la diaspora togolaise dans le monde qui était représentée par la diastode, que nous appelions la grande diastode, ou certains l'appellent la diastode internationale, était dirigée à l'époque par Madame Micheline Randolph. Et ouais, moi, Joël Amouvin, j'étais le coordonnateur de la diastode Canada. ok, Et sections les deux organisations ont organisé des réunions de crise pour pouvoir réfléchir sur la situation du pays et voir dans quelle mesure nous pourrions travailler pour empêcher qu'il mhm, y ait une succession de père en fils au Togo. ouais, Et la Diastode Canada a organisé ensemble avec la CNSC, qui est la Concertation nationale de la société civile au Togo, un c'était rendez-vous. Les Aïda et tout ça, Voilà, Dani, qui Dani était Aïda, à l'époque par Dani Aïda. Et nous ouais, nous sommes donné rendez-vous donc en Afrique. Et nous avions ciblé les grandes organisations internationales qui pouvaient intervenir efficacement dans la situation du Togo et aider à ce qu'il y ait une alternance démocratique ou alors qu'il y ait une succession démocratique à Gnassingbé et à Dema. Donc, l'Union africaine qui était dirigée à l'époque par le président Alpha Oumar Konaré mhm, du Mali, qui lui avait fait cause pour le peuple togolais et réclamé un retour à l'ordre constitutionnel. oui, Et le Nigeria était à la tête du Commonwealth et le Nigeria était aussi
à la tête de la CEDEAO. Donc, le président Obasanjo, à l'époque, était le président en exercice de la CEDEAO. Et le Nigeria abritait le siège de la Commission de l'Union européenne pour l'Afrique. Ouais. Et il y avait encore d'autres institutions politiques qu'on pouvait visiter ou alors qu'on pouvait contacter sur la situation du Togo. Donc, nous étions donné rendez-vous en Afrique et nous avons mis le cap sur le Nigeria. Nous sommes allés à Abuja et nous avions demandé à voir les politiques nigériens en même temps que les dirigeants de la CEDEAO. Et je voudrais rappeler au passage que quand Eyadema était décédé et que l'armée a fait un coup d'État pour placer son fils Faure Gnassingbé au pouvoir, la CEDEAO avait réagi dans un premier temps en tenant une réunion de crise, je crois, à Niamey, où elle avait invité le porte-parole de l'opposition, si ma mémoire est bonne, qui était à l'époque M. Aimé Gougué. Et de cette réunion, on n'a pas entendu grande chose. D'abord parce que le professeur Gougué était en très grande minorité au sein de cette réunion-là. Je ne sais pas s'il était accompagné par d'autres dirigeants de l'opposition togolaise. Donc nous, quand nous étions arrivés à... Il avait rencontré Mamadou Tandja, c'est ça? Oui, lui, il avait rencontré, je crois, il était à Niamey dans le cadre de cette première rencontre de crise que la CEDEAO avait organisée. Je ne sais pas avec qui il a parlé ou bien quel a été le contenu de ces échanges avec les dirigeants de l'institution. Mais nous, quand nous étions arrivés au Nigeria, nous avions demandé à voir le président Obasanjo et à rencontrer aussi la CEDEAO. Donc, en prélude à notre rencontre avec notre audience auprès du président Obasanjo, nous avions eu une réunion de travail avec des politiques nigériens, l'ambassadeur du Nigeria au Togo. Il y avait un ministre dont j'oublie maintenant le nom, le chef du protocole d'État du Nigeria. Donc, nous avions eu une séance de travail. Non, ce n'était pas Ibn Chambaz, était le secrétaire en exercice de la CEDEAO. Ah, il va intervenir quand même dans ce jeu, n'est-ce pas, à un moment? Oui, je vais venir à cela bientôt. Donc, dans cette première réunion que nous avions eue de travail avec les politiques nigériens, il était question de savoir quelles étaient les attentes du peuple togolais et sur quel levier du pouvoir nous aimerions agir pour faire entendre la voix du peuple. Et nous avions fait comprendre aux politiques nigériens que nous étions de la société civile et de la diaspora, et nous n'étions pas partie prenante à la course au pouvoir, mais que notre revendication, elle est toute simple. Nous voulions d'abord que le pays retourne à l'ordre constitutionnel légal, c'est-à-dire que M. Fambaré Nachaba, qui était président de l'Assemblée nationale, puisse assurer l'intérim, alors que Nachaba était bloqué au Bénin. Donc, il n'avait pas pu revenir au Togo. Il était en voyage quand Eyadema était décédé et son avion avait été détourné sur le Bénin et il était presque en résidence surveillée au Bénin. Donc, quand nous avions fait savoir cette revendication-là, les officiels nigériens avaient essayé de nous manipuler en nous disant que oui, Faure Gnassingbé est de votre génération, pourquoi est-ce que vous n'allez pas travailler avec lui ensemble pour essayer de relever le pays ou de remettre le pays sur les rails? Pourquoi est-ce que vous vous mettez en rang contre lui? Et nous leur avons expliqué que Faure Gnassingbé n'est pas légal. Faure Gnassingbé vient d'être porté à la tête du pays par un coup d'État et que cela était contraire à la constitution du pays et que nous n'allions jamais l'accepter et que si il le fallait, nous allions nous organiser autrement pour l'enlever de là où l'armée l'a placé. Et après cette rencontre-là, nous avions obtenu l'audience pour aller chez Obasanjo, mais entre-temps, nous avions obtenu aussi une audience auprès de la CEDEAO où nous avions été reçus par M. Ibn Chambaz, qui était le secrétaire général de la CEDEAO à l'époque. Ibn Chambaz, qui le jour-là était accompagné
du chef d'état-major de l'ECOMOG, le général Tchèque Diarra, le Malien, et de la dame Adiatou, je ne me souviens plus très bien de son nom, qui a été finalement à la francophonie et que la C14 avait récusé quand la francophonie avait décidé de l'envoyer comme un émissaire auprès de la C14 au lendemain du soulèvement du 19 août 2017. Donc, ces trois personnalités-là nous avaient reçus à l'époque, en 2005, et nous avions eu un entretien quand même assez solide avec ces dirigeants-là de la CEDEAO, et nous avions dit à Ibn Chambaz et moi personnellement, je lui avais dit que si la CEDEAO ne faisait rien pour le retour à l'ordre constitutionnel au Togo et pour la pacification du pays, qu'il y a des Togolais qui s'organiseraient pour travailler à cela. Alors, Chambaz était un peu effrayé par ce que la déclaration que j'avais faite, et il m'avait demandé, il m'avait pris en aparté pour me demander si j'étais sérieux. Je lui ai dit oui, je suis sérieux. Je suis sérieux parce que ça fait longtemps que nous souffrons de cette dictature-là et que c'était inacceptable que quand le dictateur décède, on vienne encore nous écraser, nous piétiner. J'aimerais t'arrêter ici pour dire, pour attirer l'attention sur le fait que nous ne sommes pas Togolais, nous ne sommes pas organisés. Déjà, quand tu as posé là, tu as dit qu'il y a des groupes qui vont s'organiser pour contrecarrer cela. Ibn Chambas était pris de panique. Ce qui veut dire que s'il y avait un groupe vraiment qui était bien organisé quelque part et qui pouvait prendre la relève de tout ce que vous faisiez là-bas, le relais, voilà, le Togo aurait été libéré. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le Togo, les Togolais de la diaspora doivent bien s'organiser pour une éventualité, parce qu'elle risque d'arriver et nous allons encore rater le coche. C'est ce que je voulais ajouter. Nous n'allons plus rater le coche. Nous n'allons plus rater le coche parce qu'on en a vraiment assez et les populations du Togo ont assez souffert et nous ne permettrons plus que ces souffrances-là se poursuivent. Et ça, si on n'est pas organisé, si chacun veut prêcher pour sa chapelle, chacun veut prendre le pouvoir lui-même, on est à la case départ. C'est mon inquiétude. Les acteurs politiques togolais, les acteurs politiques sérieux du Togo vont s'obliger à aller dans le sens d'une convergence des efforts et des moyens aussi pour débarrasser le pays de cette vermine-là. Voilà. Vous êtes quelques amis, on se connaît depuis ce moment-là. Quand vous étiez à Cotonou pour rencontrer Nachaba, vous m'avez donné son numéro et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais le premier à lui faire une interview. En réalité, le premier à lui faire une interview parce que la France, ayant fait son choix, ne permettait pas que la presse française l'approche. Comment vous êtes arrivé à faire sortir Nachaba de sa réserve? Parce que faut dire que Nachaba aussi, il n'a pas réagi vite. C'est vous qui l'avez sorti de sa réserve. Parlez-nous un peu de ça. Par rapport à ça, je dis toujours que j'ai touché la réalité du pouvoir politique togolais de mon petit doigt en cette période-là. Mais je reviens d'abord sur notre passage auprès du gouvernement du Nigeria. Et je reprends à partir de l'entretien avec Ibn Chambaz à la CEDEAO. À la fin de l'entretien, c'était un début d'après-midi, quand nous avions dit que les Togolais sont dépassés, sont fâchés et que des groupes de Togolais vont s'organiser pour essayer de trouver une solution si la CEDEAO ne faisait rien. Et Chambaz nous a dit, attendez, donnez-moi un peu de temps, allez à votre hôtel et revenez en après-midi. J'ai rendez-vous avec le président Obasanjo et je vous reviens avec peut-être d'autres informations. Et sûrement que quand il était allé, il est allé rapporter à Obasanjo ce qu'il a entendu de nous et la conversation ou l'entretien qu'il a eu avec nous. Et quand on est retourné le voir en après-midi, là, il nous a annoncé qu'ils viennent de décider, ensemble avec le président Obasanjo et les autres dirigeants de la CEDEAO, de convoquer Fonya Singbe et son groupe à Abuja pour le 12 février, si ma mémoire est bonne. Alors, nous étions, ayant obtenu nous aussi l'audience pour rencontrer Obasanjo, nous étions